Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Donc, je propose de démarrer. Donc aujourd'hui, la vérification d'identité dans le cadre du KYC, notamment lors de l'entrée en relation, c'est un standard, c'est une obligation pour toutes les institutions financières. Et cette vérification d'identité, lorsqu'elle est uniquement basée sur une analyse documentaire statique et qui plus est uniquement lors de l'entrée en relation, elle n'est clairement plus suffisante. Aujourd'hui, les fraudes sont plus subtiles, plus fines, plus complexes, parfois invisibles. Et surtout, elles n'ont pas lieu qu'à l'entrée en relation. Elles peuvent survenir tout au long de la relation d'affaires que vous pouvez avoir avec vos clients. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir les détecter. Et donc, avec Damien, on s'est posé la question de comment mettre de la confiance au cœur de l'identité de manière continue. Et donc, c'est le thème de cet échange croisé. Et donc, avant de démarrer l'échange, je propose qu'on se présente très rapidement. Alors, c'est pas très poli, je vais commencer. Donc, moi, je suis Sébastien Lamour. Je suis Senior Account Manager chez IDnow. IDnow, c'est une entreprise franco-allemande issue de la fusion entre IDnow GmbH et Ariadnext, donc deux acteurs majeurs dans les solutions d'identité. Et notre mission, c'est justement d'apporter de la confiance au cœur de l'identité et de permettre ainsi à nos clients de faire de cette confiance un enjeu stratégique dans leurs activités. Et donc ça se traduit par on fournit des solutions SaaS articulées autour de l'IA qui permettent de sécuriser et d'automatiser vos processus métiers, notamment l'entrée en relation, qui permettent également de vous mettre en conformité, puisque c'est des sujets sur lesquels vous êtes très largement confrontés, et puis de détecter les fraudes de manière quasi temps réel. Et ça, quels que soient vos cas d'usage, vos canaux de commercialisation, face à face ou à distance, et quels que soient finalement les pays où vous opérez, où parfois la réglementation peut être différente. Voilà, je laisse la parole à Damien pour se présenter. Bonjour tout le monde, donc ravi que ce sujet vous intéresse. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis Damien Liège, je suis l'adjoint du directeur crédit chez Crédit Agricole Personal Finance et Mobility, plus connu en France. Notre marque circuit court, c'est Sofinco. Et sur le circuit long, on est plus avec des partenaires comme Fnac, Darty, Ikea. Donc on s'occupe de toute la partie crédit conso. Et la deuxième gros pilier de Crédit Agricole Personal Finance et Mobility, c'est Mobility. Et c'est tout le financement de l'automobile, la location, etc. Dans cette direction, j'ai en charge tout le process d'octroi, que ce soit les règles d'octroi, la partie modélisation, la partie fraude, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, sur tout type de clients, que ce soit retail, les agréments avec les apporteurs, et marginalement des enveloppes sur des grands comptes engagements. Donc l'enjeu aujourd'hui vraiment sur la confiance, c'est le pilier pour nous parce que c'est vital parce qu'on a eu une hausse de la fraude très marquée, mais un peu comme tout le marché vers 2021, 2022, 2023, qu'on a mis en place beaucoup de choses. Mais on va parler aujourd'hui dans un monde qui se transforme où il faut aller plus vite. Le time to yes, c'est un enjeu. Les bons clients, surtout, veulent des choses très, très rapides. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de l'anti-sélection, etc. Donc, c'est vraiment la confiance et l'enjeu. Et on va voir qu'au final, ce n'est pas que à l'entrée en relation, mais c'est vraiment à différents points de notre parcours client et de la vie avec nos clients. Merci pour cette transition, Damien. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'articuler l'échange sur deux thématiques. La première, c'est comment mettre de la confiance à l'entrée en relation. Donc on va pouvoir et donc d'échanger avec Damien et donc de laisser la part belle effectivement à ces gens, les enjeux auxquels il doit répondre, les challenges auxquels il fait face et ses retours d'expérience. Et le deuxième thème, donc, outre la confiance à l'entrée en relation qu'il faut instaurer, c'est comment la maintenir tout au long de la vie du compte, de la relation d'affaires que vous avez avec vos clients. Donc je propose de démarrer avec le premier thème, Damien, c'est comment mettre la confiance à l'entrée en relation. Et donc chez CAPFM, à quoi vous êtes confronté, comment vous vous y prenez et pourquoi c'est capital pour vous? Ça marche. Donc la confiance, vraiment l'enjeu, et on va surtout parler la confiance, pas confiance, je vais rembourser mon crédit, mais confiance, j'ai en face de moi un vrai client et du coup qui a vraiment la volonté de rembourser son crédit, mais pas du coup est-ce qu'il a la capacité. C'est vraiment la confiance de se dire est-ce que je peux financer cette personne, j'ai une vraie identité derrière. On a différents types de fraudes.
Vous les connaissez sûrement. On va avoir l'usurpation d'identité, les attaques de mules, où là j'ai des vraies pièces d'identité, mais les personnes sont pas forcément conscientes qu'elles ont donné à un intermédiaire leurs pièces d'identité pour les frauder, conscientes, inconscientes, on va dire, ou pas forcément conscientes du risque après. On a bien sûr nos amis les faux courtiers, qu'on aime bien et qui est pour le coup une fraude où la confiance est très importante parce qu'ils vont usurper souvent un client sur lequel on a déjà confiance. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très très fort et c'est une des fraudes les plus difficiles à détecter avec des outils parce que le dossier est nickel. On a la vraie pièce, il fait tout le parcours client, il fait les open banking, il y a un accompagnement client du faux courtier. Donc ça, c'est vraiment un de nos enjeu majeur de cette confiance. Le deuxième point, c'est que on veut vraiment essayer d'adapter nos parcours pour, dès que j'ai confiance au client, je lui déroule entre guillemets le tapis rouge et je vais lui proposer un parcours le plus simple possible. Et par contre, dès que j'ai un peu des doutes, je vais rajouter petit à petit soit des outils, soit des octrois manuels pour pouvoir, entre guillemets, j'alourdis le process pour qu'il lève le doute. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu de comment, dans un monde où il faut aller encore plus vite dans nos parcours, on peut avoir des parcours où on a confiance très vite pour les raccourcir, et là où on a besoin de rajouter quelques items pour lever ce doute. Et donc on a beaucoup mis en place l'open banking qui était soi-disant donc le rempart ultime contre les fraudeurs. Donc ça a très bien fonctionné depuis maintenant un an chez nous. Grosso modo, on a réussi à baisser de 100% notre volume de fraude par rapport à 2022, qui était en plusieurs dizaines de millions, avec plutôt des chiffres autour de une trentaine de millions d'euros sur notre périmètre. Et là, on le divise par deux depuis qu'on a mis tout ça en place. Et sur la partie open banking, on voit que maintenant les fraudeurs sont adaptés et on ne peut plus avoir confiance dans certains KYC des banques. Donc c'est vraiment l'écosystème qui est très important parce que ils arrivent à créer des faux comptes, de faire des faux mouvements, de les créditer et en fin de compte ça pose nos remparts en open banking et sur lesquels on va vraiment maintenant demain devoir travailler. Donc ça c'est vraiment les enjeux pour nous. Merci Damien. Alors ce que j'entends effectivement, c'est les enjeux dont parle Damien. Ce que je retiens, c'est la confiance qui est capitale, qui doit intervenir très tôt dans l'entrée en relation pour derrière pouvoir dérouler avec ces enjeux effectivement d'avoir des parcours qui soient fluides dès lors que la confiance a été accordée. Et avec les sujets qu'il évoquait, qui étaient l'usurpation d'identité. Alors c'est vrai que sur la partie usurpation, il y a des solutions assez classiques qui se font, que toutes les banques mettent en place en s'appuyant sur des solutions d'acteurs du marché qui consistent à collecter de manière intelligente les pièces qui sont nécessaires à la partie entrée en relation au KYC, avec une analyse donc de cette pièce de manière automatique bien souvent, complétée lorsque cela s'avère nécessaire par une analyse biométrique, notamment lorsqu'on est dans des parcours à distance. Cette analyse biométrique permettant de s'assurer que la personne qui est derrière son laptop ou son mobile est bien celle qu'elle prétend être. Et ça permet de faire une détection du vivant hydrofacial. Mais clairement, c'est plus suffisant. Il faut vraiment être en mesure aujourd'hui de proposer, par rapport à ce qu'évoquait Damien, en tout cas, les cas de fraude sont, j'imagine, de plus en plus complexes. Et il faut pouvoir cranter sur les moyens de détecter ces fraudes les fraudeurs sont redoublés d'intelligence, en tout cas, ou détectent bien souvent, c'est un peu ce que tu évoquais sur les bot banking, dès lors que des nouveaux processus sont en place, détectent les brèches pour pouvoir les contourner. Et donc, les solutions qui peuvent exister, effectivement, pour détecter ces fraudes qui sont avancées, ça va être notamment la capacité à détecter ces identités synthétiques, ce qu'évoquait un peu Damien. C'est-à-dire que quand on dit identité synthétique, c'est des documents d'identité qui sont frauduleux, alors qui sont soit modifiés à partir d'éléments réels existants, un peu le cas que tu évoquais avec les courtiers, ou des identités qui sont complètement fabriquées à partir de sites qui sont tout à fait disponibles et pour lesquels vous pouvez, pour une modique somme, vous procurer des documents qui paraissent aussi vrais que nature. Et donc ces identités synthétiques, en fait, il y a des moyens pour les détecter qui consistent typiquement à analyser
les transactions. C'est-à-dire que les fraudeurs, souvent, s'y prennent à plusieurs fois, ne se contentent pas d'une seule fraude. Et donc on va pouvoir détecter typiquement des visages de fraudeurs qui reviennent plusieurs fois, mais avec des identités différentes. Typiquement, ça va être, si je suis un fraudeur, je vais avoir mon visage. Une fois, je vais m'appeler Sébastien Lamour, ensuite Damien Liège, une troisième fois Marcel Durand. Et la capacité de détecter effectivement cette récurrence dans des visages qui transitent lors des entrées en relation, mais qui portent sur des identités différentes, c'est typiquement un moyen de détecter ces fraudeurs qui mettent en place ces moyens des identités synthétiques. L'autre moyen, c'est de détecter les patterns. C'est-à-dire qu'il existe des sites web aujourd'hui pour produire des documents d'identité qui parfois sont très très bien faits, et la capacité à détecter finalement le modèle de document qui est décliné à l'infini pour produire des identités bidons, c'est un moyen effectivement d'intercepter ces fraudes. L'autre moyen qu'il existe, alors qui tente à se démocratiser, c'est ce qu'on appelle le digital footprint. Donc c'est d'analyser les traces numériques que laissent les fraudeurs sur le web. Donc il y a des acteurs qui proposent effectivement des solutions qui permettent d'analyser les emails, les téléphones mobiles. Et il faut aller plus loin, typiquement en analysant l'IP adresse du laptop ou du device qui est utilisé pour faire l'enrôlement, analyser le browser, enfin le navigateur qui est utilisé, et également analyser les traces qui peuvent être laissées par le téléphone mobile. Et typiquement d'identifier que des entrées en relation ont été faites 15 fois, 20 fois en l'espace de 2 heures à partir d'un même téléphone mobile. Donc soit c'est une colocation importante, soit c'est des fraudeurs qui sont effectivement derrière ces tentatives-là. Et il y a aussi bien sûr la nécessité de détecter les deepfakes ou les injections de vidéos. Donc je pense que vous avez tous vu des articles passés. Donc c'est plus la science-fiction, c'est des cas réels qui se produisent, que l'on rencontre nous chez nos clients bancaires, opérateurs télécoms, et dans les jeux en ligne qui sont certains de nos clients, avec des vrais deepfakes ou des vidéos qui sont injectées. Donc l'idée là, c'est de détecter effectivement la nature même du deepfake dans l'analyse du flux vidéo, ou de détecter par exemple qu'il y a des caméras virtuelles qui ont été installées sur le device et qui permettent d'injecter et de contourner les systèmes de capture qui normalement sont supposés les détecter à la source. Donc voilà, c'est des moyens qui existent effectivement et qui permettent typiquement d'intercepter les fraudes auxquelles vous pouvez être confrontés. Et pour le coup, c'est un vrai enjeu business. Au-delà du, je vous ai dit, le montant qu'on a, c'est directement de la perte de résultats. Il y a un enjeu énorme, effectivement, de rentabilité des entreprises, de notre entreprise sur le volet fraude. Et après, c'est trouver le juste milieu entre j'alourdis mon process et j'utilise tous ces outils-là pour lutter contre la fraude, mais aussi gérer mes faux positifs, ne pas trop shooter trop de personnes à l'entrée en relation, et que mon parcours soit le plus fluide. C'est vrai que tous les outils de vélocité, de digital printing, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on met en place. Même la façon dont la personne va saisir, est-ce qu'il change d'écran, est-ce qu'il fait un copier-coller sur un nom-prénom. Normalement, on connaît tous notre nom et notre prénom, donc si on voit que ce champ-là est copié-collé, ça envoie une alerte. Et on est en train de mettre en place tout ce système d'alerting qui nous permet de ne pas trop bloquer, mais d'avoir des petits warnings avec des équipes dédiées qui vont lever à l'entrée en relation sur vraiment, est-ce que c'est une alerte, je les laisse passer, mais j'ai quand même tous ces signaux que j'analyse, soit pour confirmer, soit pour lever. Donc vraiment, l'entrée en relation, c'est important d'avoir tout ça en place. Ok, donc ce que j'entends effectivement, c'est ce besoin d'avoir des solutions qui soient rapides, donc autant que faire se peut automatiques, pour effectivement éviter d'avoir du temps de latence dans l'analyse, qui soient sans friction pour le client, pour que ce puisse être déroulé typiquement le tapis rouge dont tu parlais tout à l'heure. Et le dernier point, c'est fiable. C'est-à-dire que tout ce que tu évoquais, c'est important d'intercepter les fraudeurs, mais il ne s'agit pas non plus de rejeter à tort des bons dossiers, ce qui peut parfois être le travers de solutions qui vont être trop fines dans les critères d'analyse et donc de rejet potentiel de bons dossiers. Je propose qu'on passe au deuxième thème. Je vois le chrono qui avance. Il nous reste un peu moins de 7 minutes. Et donc le deuxième thème le deuxième axe en tout cas de discussion qu'on proposait, c'était comment maintenir cette confiance qui a pu être acquise à l'entrée en relation tout au long de la vie du compte, de la relation d'affaires.
Et donc là aussi, Damien, je te laisse la parole pour débuter, pour évoquer à quel point c'est important pour vous et quelles sont les situations auxquelles vous êtes confrontés. Donc c'est vrai que l'entrée en relation, c'est vraiment là où on a le plus, on arrive à capter le plus de fraude. Et peut-être parce qu'on s'est nettement amélioré chez Crédit Agricole Personal Finance sur cette partie-là, on voit, on en a toujours eu, hein, mais on voit qu'au final, la fraude arrive maintenant dans la vie du client. Donc il y a vraiment des signaux, il y a une montée en puissance de cette fraude. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est donc j'ai réussi à avoir la confiance de mon client. C'est un vrai client. Par contre, je vais créer des nouvelles failles parce qu'il va se connecter à son compte client. Je vais aller changer mon RIB, je vais aller changer mon téléphone, je vais aller changer mon adresse email, notamment sur tous nos produits de réserve. Si j'arrive à avoir un client qui a une réserve avec du disponible dessus, j'arrive à changer son RIB sur l'espace client, je peux me transférer directement. Donc c'est pareil, à quel moment où normalement j'ai la confiance de ce client, parce que je suis rentré en relation, je dois remettre des points de sécurité sur tout ce qu'on appelle ces points sensibles de contact et notamment de RIB. Et on se rend compte que la fraude maintenant, qui était surtout sur l'entrée en relation, se déporte au final sur toute la vie de notre relation client avec, dès qu'il y a une mini-porte, ils arrivent à rentrer dedans. On est une entreprise qui a plus de 70 ans, donc des fois on a encore un petit peu des petits bouts de process papier. Ils arrivent à le capter, les outils sont plus suffisants. Donc c'est vraiment, la confiance doit être mise. On ne doit pas se concentrer que sur l'entrée en relation, mais aussi à des points clés de la relation client. Et alors, justement, pour attaquer cet angle mort un peu, c'est-à-dire que la confiance qui a pu être accordée au départ et qui est instaurée, mais qui, on le voit sur ce que dit Damien, nécessite d'être également renforcée et appliquée tout au long de la vie. Donc, donc pour avoir une confiance continue, effectivement, il existe certainement un tas de solutions. Une d'entre elles peut être effectivement de mettre en place dans la vie du compte, dès lors qu'il y a des actes tels que l'évoquait Damien, donc des demandes assez classiques, de changement d'un mot de passe, demande de déblocage, changement d'un IBAN, une coordonnée bancaire, je ne sais quoi d'autre, c'est de pouvoir finalement mettre en place une authentification assez légère, biométrique, qui ne consiste pas à refaire un KYC complet, mais juste effectivement à redétecter, à s'assurer que la personne qui, en tout cas, est à l'origine de la demande est bien celle qui, à l'origine, a été rentrée en relation. Donc, faire une analyse biométrique assez légère qui permet de s'assurer que c'est pas un fraudeur et que c'est bien votre client qui est à l'initiative de la demande. Et ça permet ainsi d'instaurer ce mécanisme de confiance continue tout au long de la vie du compte, ce qui est vrai chez les acteurs bancaires, les acteurs du financement, où effectivement vous avez des clients qui peuvent être récurrents d'une part, et qui, lorsque sont acquis, peuvent être effectivement dans votre base client pour un certain temps. Voilà pour ce deuxième thème. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Il reste un peu moins de 3 minutes pour qu'on puisse respecter les interventions suivantes. Te laisser peut-être démarrer la conclusion, Damien, sur... Ça marche. J'aime bien faire le parallèle avec le cyber-risque. Je trouve que le monde de la fraude est en train de s'orienter sur les mêmes remparts qu'a mis le risque cyber sur ces dernières années. C'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que le fraudeur va réussir à rentrer chez nous. Donc comme les cyberattaques, nos services informatiques, c'est qu'on se fait attaquer tous les jours et on sait qu'ils vont réussir à rentrer. Il faut maintenant qu'on se mette un peu comme ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré, je dois, moi, ma société, de dire il n'a pas le droit de rester longtemps. Donc c'est vraiment les deux remparts de la cybersécurité, c'est ok, il va rentrer, mais par contre, il a le droit de rester très très peu de temps, d'où tous les systèmes d'alerting qui sont vraiment très puissants. Et après, c'est quel est l'effort qu'il doit faire pour rentrer chez moi. Avec aussi tous ces outils. Là, aujourd'hui, on a rehaussé parce qu'il doit, via l'open banking, il doit créer un compte, faire des mouvements. Donc voilà, on lui demande de rehausser son effort pour rentrer chez nous. Malgré ça, on sait qu'il va rentrer chez nous. Et du coup, c'est quoi nos dispositifs de les multisaisies, les différentes identités pour que dès la première fraude, je le capte tout de suite et j'arrive à endiguer. Donc j'aime bien ce parallèle et je trouve qu'on rentre dans cette ère de fraude avec des professionnels en face de nous.
Ok, c'est clair. Nous, ce que l'on voit à notre niveau, effectivement, c'est ce besoin, en tout cas, qu'expriment les acteurs des institutions financières que l'on côtoie, c'est ce besoin d'avoir effectivement une espèce de port d'entrée vers un écosystème de confiance numérique. Alors on peut parler de hub ou de plateforme d'orchestration, mais c'est ce besoin effectivement de pouvoir s'appuyer sur des partenaires qui vont pouvoir proposer l'éventail des solutions qui sont nécessaires à la fois pour apporter la confiance à l'entrée en relation et tout au long de la relation d'affaires. Et ça permet effectivement de sécuriser et de vous permettre en tout cas d'être serein, notamment dans l'écosystème dans lequel vous naviguez, avec vos clients, vos courtiers, les acteurs bancaires sur lesquels vous vous appuyez parfois aussi pour déléguer des KYC. Et cette notion de confiance, on voit qu'elle va effectivement être elle est dans l'air du temps, avec l'arrivée notamment du wallet européen, qui est imminent, avec cette capacité à fournir finalement aux citoyens européens des identités qui soient souveraines, sécurisées et réutilisables, ce qui sera demain effectivement un moyen nouveau de pouvoir s'identifier à l'entrée en relation et de pouvoir tout au long de la relation bancaire, enfin la relation avec son client, son partenaire bancaire en tout cas, de pouvoir attester son identité de manière sécurisée et donc a fortiori différente de celle d'aujourd'hui où ça reste encore très axé sur le document. Voilà, je ne sais pas si tu veux un dernier mot, Damien, pour conclure. Et surtout sur l'écosystème de confiance, on voit que dès qu'il y a un de nous tous, que ce soit le monde financier ou les personnes qui proposent des solutions, dès qu'il y a une faille chez l'un de ces nous, en fin de compte, ils prennent ça pour vraiment attaquer tout l'écosystème. Donc c'est vraiment tout l'écosystème où on doit créer cette confiance. J'espère que ça vous a plu. Merci.